L'invité de la matinale. KTO Radio. Stanislas à Paris, lycée Averroès, à Lille, l'Immaculée Conception à Pau. Les polémiques de ces derniers mois autour des établissements privés sous contrat sont nombreuses. Difficile dès lors d'y voir clair sur le principe de laïcité dans la loi ou encore le cadre légal du financement de l'enseignement privé. On fait le point ce matin avec un invité qui plaide sur ces questions. Antoine Fourret, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous sur KTO Radio ce matin. Je vous présente aux auditeurs et aux auditrices. Vous êtes avocat spécialisé en droit de l'éducation dans le cabinet Nausicaa Avocat à Paris. Alors Antoine Fourret, quand on parle d'enseignement privé sous contrat, de quel type d'établissement on parle ? Alors, quand on parle d'enseignement privé sous contrat, on peut parler de deux choses finalement, parce que vous avez deux types de contrats possibles pour un établissement privé avec l'État. Vous avez ce qu'on appelle le contrat d'association, ce qui est en règle générale ce qu'on dénomme par enseignement privé, et les établissements qui ont simplement un contrat simple. La grande différence, c'est sur le contenu pédagogique. Les établissements privés sous contrat doivent respecter le programme de l'éducation nationale, les quotités horaires à 100%, alors que les établissements privés sous contrat simple ont une certaine marge d'appréciation. Par exemple, ils ont une amplitude de 20% pour modifier les horaires de classe ou pour modifier une partie du programme de l'éducation nationale. Donc vous avez un peu plus de liberté. Évidemment, vous avez donc un peu moins de subventions également. Il existe aussi des établissements hors contrat, des écoles libres, on les appelle souvent. Quel est le distinguo avec les écoles privées sous contrat ? Alors la grande différence, ça va être par rapport au contenu pédagogique et au volume horaire. C'est-à-dire, comme je vous le disais, dans le contrat d'association, on est obligé de respecter le programme de l'éducation nationale. Dans le contrat simple, il y a une petite adaptation. Dans le hors contrat, c'est l'inverse. On fait à peu près ce qu'on veut. Quand je dis on fait ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on est libre dans la création du projet pédagogique. En revanche, évidemment, le rectorat, y compris pour les écoles hors contrat, a un contrôle pédagogique. Et quand c'est du grand n'importe quoi, ou pire des cas d'escroquerie, il n'y a pas vraiment d'enseignement ou ce genre de choses, évidemment, le rectorat peut saisir le recteur pour qu'il prononce la fermeture de l'établissement. Et comment on sait si l'établissement est un contrat simple, comme vous disiez, ou un contrat qui doit respecter totalement, par exemple, le programme de l'éducation nationale ? Il faut demander le contrat à l'établissement concerné. D'accord. Le contrat, en général, ils ne le donneront pas. L'État est censé le donner, mais ils doivent donner cette information. Alors, dans le cadre de la loi, Antoine Fourret, quelles sont les obligations auxquelles sont soumises les établissements privés sous contrat ? L'établissement privé sous contrat, en soi, sur vraiment tout le parcours pédagogique de l'élève, ils sont soumis aux exactes mêmes règles qu'un établissement public. En revanche, l'établissement privé peut aller au-delà de ces obligations. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait les horaires de mathématiques, d'histoire-géographie, etc., on peut proposer un cours additionnel, pas forcément facultatif, qui serait, je sais pas, moi, un cours par exemple de sciences économiques en 6e, ce qui normalement n'a pas lieu. Et également, et là pour le coup uniquement de manière optionnelle, sans ça on enfreint la liberté de conscience, on peut également proposer des cours qu'on pourrait appeler de catéchisme, mais qui doivent être optionnels et ne surtout pas être imposés à tous les élèves. Donc là on rentre un peu dans toutes les questions de laïcité par rapport au cours de catéchisme, mais justement, que dit la loi dessus ? Peut-on parler de religion, donc avoir du caté, comme vous dites, sous contrat ? Est-ce qu'on peut proposer de participer à une messe durant le temps scolaire, par exemple ? Voilà, alors tout est dans la sémantique. On peut proposer de participer à une messe. D'accord. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté. En revanche, il ne faut pas que dans le fonctionnement de l'établissement, que ce soit habituel ou sur un événement ponctuel, le fait d'aller à la messe ou ne pas aller à la messe crée une distinction entre les élèves. Ça peut pas être, il y a une messe qui est optionnelle, ceux qui y vont derrière, on a une super réception et une excursion, je sais pas, au château de Versailles, etc. Et les autres, vous restez en salle de permanence. Ça, ce serait considéré comme une sorte de pression religieuse. En revanche, le fait de dire on organise une messe pour Pâques et pour les élèves catholiques, il y a des cours de catéchisme pour préparer à la première communion, à la confirmation. Les autres ont simplement un enseignement du fait religieux qui serait une sorte de présentation historique ou objectif des trois grands monothéismes ou même uniquement du catholicisme. Pourquoi pas ? Mais dans cette dimension-là, il ne faut vraiment pas qu'il y ait de notion d'endoctrinement. Oui, et encore moins d'obligations, c'est ça ? Ah non, pour le coup, le cours d'enseignement aux faits religieux, vous pouvez le rendre obligatoire. D'accord. Dès lors qu'il ne s'apparente pas à un catéchisme.
D'accord. Les établissements privés ont l'obligation, vous l'avez dit, d'appliquer le programme de l'éducation nationale, mais possèdent toutefois une liberté pédagogique. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, alors la liberté pédagogique, si vous voulez, c'est comment on met en œuvre ce contenu. Donc, en règle générale, dans le plan de l'éducation nationale, c'est assez précis. On vous dit quelle méthode pour apprendre à lire, quelle méthode pour apprendre à faire des divisions, etc., etc. La différence pour l'établissement privé sous contrat, c'est que s'il doit respecter tous ces objectifs-là, il est tout à fait libre de la manière de le faire. Ce qui fait que, pour être très concret, pour prendre un exemple récent, l'année dernière ou il y a 2 ans, un établissement privé sous contrat pouvait très bien mettre en œuvre la méthode Singapour qui n'était pas incorporée au service public à l'époque. Qu'est-ce que la méthode Singapour? La méthode Singapour, c'est une méthode mathématique qui consiste à résoudre des multiplications et des divisions sans vraiment calculer, avec des espèces de renvois des différents dénominateurs. Alors, je suis pas un expert de cette méthode du tout, moi je suis mathématique à l'ancienne, mais c'est une méthode qui est très en vogue et qui a été incorporée dans le service public d'ailleurs à la rentrée dernière sous l'impulsion du dernier ministre de l'Éducation et qui est très réputée sur tous les classements internationaux, notamment PISA. D'accord. Donc on peut adapter la pédagogie, la façon d'apprendre tout en respectant le programme. Exactement. Et donc là, on parlait de tout ce qui est programme, principe de laïcité. Quid du financement des établissements privés, Antoine Fourré? Qui paye quoi? Alors, les établissements privés, ils ont été ils n'ont pas été créés, mais ils sont régis par une grande loi ancienne qui a été beaucoup modifiée, mais qui est la loi Debré. Et cette loi Debré, elle précise que les établissements privés ne peuvent pas être à but lucratif et doivent facturer des frais de scolarité modiques. Donc tout ça n'est pas précis, mais l'idée à retenir, c'est qu'un établissement privé, il ne peut pas facturer n'importe quoi. Pour son fonctionnement, il va avoir 3 sources de financement, 2 publics et 1 privé. Le premier, ça va être l'État, en vertu du contrat d'association. L'État, dans les établissements sous contrat d'association, va payer l'intégralité des professeurs. Il va payer les différents supports pédagogiques, quels qu'ils soient, les livres, les choses comme ça. Ensuite, vous allez avoir, selon le niveau, quand c'est l'école élémentaire, ça va être la mairie, quand c'est le collège, ça va être le département, et quand c'est le lycée, ça va être la région. Mais outre la différence d'acteurs, à chaque fois, vous allez avoir la région qui va participer à ce qu'on appelle les dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement, grosso modo, c'est d'établissement en dur. Donc, une table de classe, une nouvelle lampe, un nouveau tableau, un vidéoprojecteur, ce genre de choses. Ça, ces 2 premiers financements, les chiffres varient un petit peu, mais grosso modo, ça représente entre 85 à 90% du montant des financements des établissements privés. Et le reste, ça va être des fonds privés. Donc ça peut être des subventions de la part de l'OGEC. L'OGEC, c'est la structure diocésaine qui s'occupe de gérer les établissements privés catholiques dans le département. Et ça peut aussi être les frais de scolarité qui doivent donc correspondre au service rendu. C'est-à-dire que, pour faire simple, si vous prenez une toute petite école ou un tout petit lycée extrêmement réputé, mais qui n'a pas d'aménagement sportif ou culturel ou autre particulier, ne peut pas proposer une scolarité à 10 000 euros par an sous prétexte que c'est la meilleure école de France. Et à l'inverse, une école qui ne serait pas forcément exceptionnelle, mais qui aurait, pour prendre une caricature, 3 pistes d'hélicoptère, 2 pistes de karting, 5 piscines olympiques, 8 cours de tennis, eux, ils pourraient facturer 10 000 euros dès lors que ça sert à couvrir l'entretien de ces différents aménagements. Il y a une enquête parlementaire qui est sortie, je crois que c'était en mars ou en avril dernier, qui a révélé un flou quant à l'argent que peuvent verser les collectivités. Vous en parliez, à un établissement privé, municipalité pour les écoles, département, collège, région pour les lycées. Est-ce qu'il existe un cadre juridique sur la question des fonds versés par ces collectivités aux établissements ? Oh oui, il y a un régime juridique assez précis. Alors, comment dire assez précis? Évidemment, il n'y a pas un chiffre et une référence en face de chaque élément possible. Mais en soi, il y a un principe d'égalité. Donc, l'État, par les rectorats pour le coup, et là, vous parlez des collectivités, mais c'est le même principe, elles doivent financer à la même hauteur chaque établissement de leur secteur. D'accord. Évidemment, proportionnellement
aux différences d'élèves notamment. C'est-à-dire que si vous avez 100 élèves issus de telle région et que l'autre établissement en a 300, forcément ça va être un rapport de 1 à 3 parce que les collectivités ne financent que pour les élèves issus de leur périmètre. Mmh. Mais donc néanmoins, il y a quand même des contrôles et c'est vérifié, toutes ces subventions données et ces répartitions? Alors juridiquement oui, dans les faits, la Cour des comptes avait l'air de dire dans son rapport de l'année dernière que les contrôles financiers étaient quand même extrêmement rares. Nous, je vous avoue qu'on a une vision assez banque sur le sujet parce qu'on voit que les gens qui ont eu des problèmes en cas de contrôle. Les gens qui ne sont pas contrôlés, on les voit jamais. Mais d'après la Cour des comptes, on parle quand même de très peu de contrôles, notamment financiers et administratifs. D'accord, ça c'est ce qu'a dit la Cour des comptes. Antoine Fouret, on se rend bien compte à chaque fois qu'on parle de l'école publique, de l'école privée, ça cristallise un peu les tensions. Pourquoi les débats liés à l'enseignement catholique continuent-ils à être justement des sources de tensions en France? Il y a différentes raisons. Il y a notamment des raisons politiques qui consiste à penser que les établissements privés ont tendance à attirer les meilleurs éléments du système éducatif public et que donc d'un point de vue mixité sociale académique, si j'ose dire, c'est mauvais pour l'enseignement public puisque vous avez tous les bons qui finissent dans le privé et tous les autres qui restent ensemble dans le public. Il y a aussi la question de la mixité sociale plus sociale en fait finalement où il y a beaucoup de suspicions sur le fait que les établissements privés, notamment confessionnels, mais pas que, font une forte discrimination à l'entrée. Alors quand je dis discrimination, c'est pas forcément au sens de la loi de 2008, mais les établissements privés, comme d'ailleurs pour les élèves comme pour les enseignants, ont toute latitude pour décider qui fréquentera l'établissement. Et ça, c'est vrai que d'un- dans une certaine approche politique du droit de l'éducation, ça peut heurter certaines personnes qui considèrent que, bah voilà, quand vous êtes dans le public, vous avez une zone de résidence, vous avez une école de secteur et vous devez y aller, peu importe qu'elle soit bonne, pas bonne, par qui elle est fréquentée, etc. Ce qui est censé participer au vivre ensemble, ce qui n'est pas tout à fait le cas avec les écoles privées puisqu'il n'y a pas de sectorisation. Mmh. Et ne Après, il y a quelques autres éléments, mais je ne sais pas si c'est à ce point déterminant. Mais sans rentrer dans le détail, vous avez eu des options de choix de carrière. Récemment encore, avec le choc des savoirs, on a proposé aux enseignants d'assurer plus de cours contre rémunération de manière optionnelle. Dans le privé, la plupart des professeurs ont dit oui. Dans le public, la plupart ont dit non. Ce qui fait que, par exemple, certains enseignants du privé à niveau et qualification égale sont mieux rémunérés que dans le public. Mais si vous voulez, c'est pas parce qu'ils sont dans le privé, c'est uniquement parce qu'ils assurent plus de cours. Mmh. Une dernière question, Antoine Fouret, la liberté d'enseignement est garantie aujourd'hui aux parents entre, ils peuvent choisir le public, les écoles privées sous contrat, hors contrat, on n'en a pas parlé, mais même ils peuvent choisir l'école à la maison. Est-ce que cette liberté d'enseignement pourrait-elle être menacée un jour? Bah, les plus ou moins dans la mesure où là vous évoquiez l'école à la maison, par exemple, c'est un régime qui est séculaire, hein, qui date depuis la moitié du 19e siècle. Il y a 3 ans, il y a eu une réforme pour l'interdire sous forme déguisée. Il y a beaucoup de contentieux d'ailleurs sur la question, parce que l'État veut que tout le monde aille à l'école publique si possible, ou à l'école du moins. Donc là-dessus, c'est assez compliqué. Ensuite, sur les écoles privées, pour l'existence, c'est pas forcément très gênant, mais en revanche, c'est très difficile aujourd'hui de réussir à ouvrir une école privée en présentiel, que ce soit sous contrat simple ou sous contrat d'association. Le hors contrat, c'est un peu plus simple parce qu'il y a moins de conditions à l'entrée et que donc le rectorat a les mains plus liées pour pouvoir refuser. Mais voilà, aujourd'hui, ouvrir un nouvel établissement privé sous contrat d'association, c'est extrêmement compliqué et c'est 90% d'opposition de la part soit du recteur, soit du préfet. Ok, bon, en tout cas, merci beaucoup Antoine Fouret pour tous ces éclaircissements, toutes ces précisions qui ne sont pas forcément toujours simples dans le cadre de la loi à saisir pour les personnes qui n'ont jamais étudié le droit. Merci beaucoup encore une fois. Je rappelle que vous êtes Je vous en prie. avocat spécialisé en droit de l'éducation dans le cabinet Nausicaa Avocat à Paris. Bonne journée à vous. Merci vous aussi.